Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mathilde, vous êtes sur ma chaîne Booktube, sur laquelle je parle également d'écriture et parfois d'autres choses, tout dépend de ce que j'ai envie de faire de cette chaîne. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la lecture en VO et plus particulièrement en VO anglais. J'ai reçu pas mal de commentaires qui m'ont demandé comment je sais pour lire en anglais, depuis combien de temps je lisais en anglais, est-ce que c'était dur, etc. Parce qu'effectivement ces derniers mois vous avez vu que dans mes vidéos de lecture du mois, je présentais des livres que j'avais lus en VO et j'ai eu quelques commentaires là-dessus et également des questions sur Instagram. C'est pourquoi aujourd'hui je vous ai trouvé 8 conseils qui pourraient peut-être vous permettre d'améliorer votre compréhension écrite quand vous lisez un texte ou du coup quand vous lisez un livre, mais également qui vous permettent un petit peu de dépasser votre peur de vous lancer dans la lecture en VO. J'espère que ces conseils vous plairont, vous seront utiles et on va commencer tout de suite avec le premier conseil. Mon premier conseil il est assez simple, un peu cliché également, mais ça a très bien marché pour moi notamment quand j'étais plus jeune. Et il s'agit de lire la traduction française de ses chansons anglophones préférées et regarder des films en VO sous-titrés en français. Je sais, c'est très classique. On parle peut-être un petit peu moins de la traduction des chansons parce que ça je l'ai moins entendu ce conseil là, du moins en cours, et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé puisque j'avais des musiques préférées quand j'étais plus jeune, j'avais 13-14 ans, je connaissais les paroles en anglais mais je ne savais pas forcément ce qu'elles voulaient dire, et un jour j'ai lu la traduction de mes chansons préférées et le fait de connaître par cœur les paroles en anglais faisait que maintenant que je connaissais le sens, j'avais plus besoin de me chanter la chanson en français dans ma tête quand j'entendais les paroles. Je sais pas si ça fait sens pour vous, mais du coup ça m'a vraiment aidé à assimiler certaines tournures de phrases, certains mots, etc. avec leur traduction en anglais directement, puisque je connaissais de base les mots mais je ne savais pas forcément leur signification. Et ça, on en reparlera, c'est super. Parce que quand on lit un livre en anglais, il faut pas partir du principe qu'on va traduire dans notre tête tout ce qu'on lit en français. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne, vous allez juste mettre 20 ans à lire et vous faire des nœuds au cerveau pour rien. En fait, c'est vraiment mettre son cerveau sur le mode anglais, et ça c'est d'ailleurs pour toutes les langues d'ailleurs, qui va vous permettre en fait de mieux comprendre, de mieux vous immerser dans l'histoire que vous êtes en train de lire. Pour les films en VO, je pense qu'on vous a déjà conseillé ça, c'est le fait d'entendre de l'anglais et de le lire en même temps. Ça, c'est vraiment très utile. Un petit peu dans le même genre, j'ajoute que si vous pouvez écouter des livres audio anglophones, je sais pas, par une application ou parce que vous avez emprunté un livre audio dans votre bibliothèque, si vous avez un exemplaire du livre également en anglais, le fait d'écouter et de lire en même temps, ça peut vraiment aider la compréhension, notamment quand c'est des dialogues et qu'on ne comprend pas forcément quel est le ton sur lequel le personnage parle, si c'est sarcastique, etc. Ça peut vraiment être utile. Et le fait d'entendre et de lire en même temps, ça, encore une fois, ça vous immerse plus dans l'histoire. Mon deuxième conseil, encore une fois, il est assez simple, mais c'est de lire son livre préféré en anglais. Effectivement, si vous lisez votre livre préféré, vous connaissez déjà l'histoire, vous savez peut-être certains passages, etc. Et ça peut être vraiment super utile parce que ça peut vous permettre de découvrir l'œuvre, par exemple dans sa langue originale si de base c'est un livre anglais, mais également de découvrir un petit peu la façon dont ça a été traduit, puisque vous connaissez peut-être certains passages, et vous avez vraiment le vrai texte, et c'est intéressant parce que le cerveau va un peu retenir la façon dont ça a été traduit, etc. Et ça peut également vous aider pour certaines tournures de phrases, etc. En tout cas, moi je trouve que ça a été vraiment très utile. Moi je vous conseille surtout de vous tourner vers la jeunesse dans ce cas-là, si vous n'avez jamais lu en anglais. Bon, moi je pense par exemple à Harry Potter, c'est vrai que j'ai commencé la lecture en anglais par ça, parce que j'étais fan d'Harry Potter. En plus le premier tome, il est pas trop long, il est quand même jeunesse, donc moi à l'époque où j'ai commencé à lire en anglais, ça convenait encore à mes goûts. Mais en fait le fait de lire un livre jeunesse en anglais, même si vous connaissez le livre, c'est le redécouvrir déjà d'une autre façon, et le fait que votre cerveau soit concentré sur le fait de lire en anglais fait que du coup c'est plus facile si vous connaissez déjà l'histoire, parce que c'est quand même un acte supplémentaire, un effort supplémentaire pour vous de lire en anglais. Mon troisième conseil, encore une fois, franchement, c'est pas compliqué, mais c'est de cibler le livre idéal. En effet, si vous voulez vous lancer dans la lecture en anglais, je ne vous conseille pas de commencer par Jane Eyre ou toute autre œuvre de la littérature classique anglophone, parce que vous allez voir que c'est vraiment pas simple de commencer par ça. Même moi qui lis en anglais depuis des années et qui suis plutôt à l'aise, les gros classiques comme ça anglophones, j'ai parfois beaucoup de mal, et c'est pour ça que généralement je préfère les lire en français malgré tout. Par cibler le livre idéal, c'est certes cibler quelque chose qui n'est pas trop compliqué, c'est pour ça que la jeunesse s'y accorde bien, mais également quelque chose qui vous plaît, parce que si vous êtes parti pour lire en anglais, pourquoi vous tourner vers un livre qui vous ne plaît pas tellement? Je pense que ce qui peut être intéressant dans ce cas-là, c'est s'il y a un livre qui vous tente par exemple en français et vous savez que de base c'est un livre anglais, vraiment un livre que vous avez absolument envie de lire, le fait de l'avoir en anglais, ça va déjà vous donner encore plus envie de lire en anglais, parce que parfois c'est la mise en route qui est compliquée, on a du mal à se motiver, et en plus de ça, ça vous permet de découvrir le livre en VO, donc
On peut aimer les traductions, mais je trouve personnellement qu'il y a quelque chose en plus quand on découvre le livre dans sa langue originale. Vraiment, il n'y a plus la barrière de la traduction qui peut parfois atténuer certaines tournures de phrases ou changer quelques petits détails. Et moi, je trouve ça très bien, très bénéfique. Donc vraiment, ciblez. Prenez un livre dans votre genre préféré, prenez un livre peut-être pas très long, parce que si du coup vous avez peur de vous lancer, c'est vraiment une mauvaise idée de commencer par une grosse brique, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas aller au bout. Et donc vraiment, cibler le livre idéal et ne peut-être pas acheter sur un coup de tête un livre en anglais et se dire ok je vais commencer par celui-là, mais y réfléchir un peu à l'avance. À ce sujet, je vous ferai sûrement une vidéo très prochainement sur mes conseils de livres en anglais, du coup une sorte de top encore également, où je vous conseille des livres en anglais que moi j'ai beaucoup aimé et qui selon moi sont accessibles. Quatrième conseil, et celui-là j'y tiens beaucoup et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que bon, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est vraiment de ne pas s'arrêter à chaque mot. En fait, j'avais fait ça dans l'un des premiers livres que j'ai lu en anglais. C'était une romance historique que j'avais lu, du coup, ouais, j'avais 14 ans et j'avais un petit carnet à côté et à chaque mot que je ne connaissais pas, je notais le mot, j'allais chercher la traduction. En fait, quand tout à l'heure je vous disais de ne pas utiliser votre cerveau français quand vous lisez un livre en anglais, c'est vraiment de ça dont je parle. Si vous vous arrêtez à chaque mot, déjà vous n'allez jamais terminer ce livre parce que c'est pas du tout fluide, vous n'êtes pas dans l'histoire et ça impliquerait qu'à chaque paragraphe où vous avez traduit les mots, vous devez relire le paragraphe et ça va vous dégoûter au bout d'un moment, hein, même si vous êtes patient. Mais surtout, là l'exercice c'est vraiment d'essayer de s'immerger dans l'histoire qui est en anglais et donc réussir à comprendre ce qu'on lit sans avoir besoin de traduire ça automatiquement dans sa tête. Je sais que c'est quelque chose de très compliqué, que ça implique d'avoir un niveau d'anglais qui est quand même relativement bon. Disons que la lecture en anglais, ça peut être facile à partir du moment où on a ce déblocage-là. Au partir du moment où on comprend qu'on n'a pas besoin de tout traduire. Parce qu'en fait, quand vous lisez comme ça un paragraphe en anglais, il y a peut-être des mots que vous n'allez pas comprendre, mais si vous continuez votre lecture, vous allez savoir de quoi on parle et donc ça va faire sens dans votre tête. Alors oui, parfois on peut s'arrêter, on se demande tiens ce mot-là je l'ai jamais rencontré, chercher la traduction mais pas chaque mot. Parfois ça peut juste être des petits mots en plus, parfois c'est des mots de liaison, des fois j'ai déjà bugué moi sur des mots de liaison que je ne connaissais pas, alors ça c'est très étrange parce que j'ai pas un mauvais niveau en anglais, et mais vraiment au bout d'un moment, il faut juste ne plus du tout penser à tiens, je connais pas ce mot et juste continuer. Si vraiment c'est pas clair pour vous, allez chercher la traduction, mais normalement, il y a forcément des mots que vous allez reconnaître et vous allez comprendre le sens. Donc c'est ça l'essentiel. Aussi, il faut pas se focaliser sur le fait de oh j'ai peur de pas tout comprendre, etc. Je comprends parce que ça peut être très frustrant, hein. Si vous aimez la lecture, vous avez envie de comprendre ce que vous êtes en train de lire. Mais c'est pour ça aussi que je vous conseille de commencer par un livre peut-être jeunesse ou du moins un livre qui ne vous effraie pas et qui n'implique pas en fait de comprendre tout ce que vous lisez forcément. Enfin, si par exemple vous voulez lire du Proust en anglais, qui fait ça déjà? Mais bah genre c'est normal, vous allez plus facilement vous perdre. Mais là du coup je pense que c'est vraiment important de se dire ça, il ne faut pas chercher à traduire chaque mot et vraiment, comme je l'ai dit, plonger dans l'histoire comme si vous étiez anglophone, tout simplement. En fait, mon conseil numéro 5, je l'ai dit dans mon conseil numéro 4, c'était ne pas chercher à traduire. Je n'ai pas grand chose à rajouter là-dessus, mais vraiment chercher à tout traduire, même dans sa tête, même se dire tiens, je vais lire en anglais et dans ma tête je vais me dire ça en français, ça va juste vous prendre un temps monstre et ça va vraiment vous embrouiller. Vraiment, lire en anglais, ça implique réussir à arrêter même pratiquement de penser en français en fait. C'est un peu étrange dit comme ça, mais je pense que si vous lisez en anglais, vous voyez de quoi je vous parlais et c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Vraiment, il faut pas s'inquiéter si ça vient pas tout de suite. Moi, ça m'a pris plusieurs lectures en anglais pour vraiment être à l'aise. Donc il faut pas s'inquiéter pour ça. Mon conseil numéro 6, c'est essayer de tenir, aller jusqu'au bout pour se montrer qu'on en est capable. Et ça rejoint un petit peu l'un de mes premiers conseils. Si vous prenez un livre qui ne vous intéresse pas, je ne vais pas vous forcer, je serai pas derrière vous avec un couteau sous la gorge pour vous dire termine ce livre. Si on cible un livre qui nous intéresse, ce sera plus facile d'aller au bout. Aller au bout, c'est important parce que, encore une fois, ça implique ne pas s'arrêter à chaque mot. Donc voilà, ça implique peut-être un rythme de lecture plus lent qu'en français, évidemment, mais au moins à la fin du premier livre lu, même si vous n'avez pas forcément tout compris, si vous avez compris l'essentiel, le général de l'œuvre, je pense que c'est vraiment un moyen de se motiver pour continuer à le faire. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller au bout d'une œuvre en anglais. Voilà, si vous choisissez le mauvais livre, c'est pas grave, faut juste essayer d'en prendre une autre, peut-être chercher d'autres critères qui feront que cette nouvelle œuvre vous plaira plus que l'ancienne, mais vraiment, c'est vraiment très motivant. Moi, je me souviens quand j'ai terminé mon premier livre en anglais, c'était un Jane Austen et j'avoue que c'était compliqué, je me suis dit
j'ai pas tout compris, mais je suis fière de moi. Et après ça, j'ai commencé à lire plus d'œuvres et plus j'en lisais, plus je comprenais, plus je me disais mais en fait j'en suis carrément capable. Alors qu'au départ, je doutais beaucoup de mes capacités. Donc vraiment, tenir la longueur, aller jusqu'au bout, c'est très très bénéfique. Mon septième conseil, il est un peu particulier puisqu'il n'implique pas forcément le moment où vous avez le livre dans vos mains, mais un truc qui moi m'a beaucoup aidé aussi, et notamment ces dernières années, j'avais beau lire depuis plusieurs années, ça m'a vraiment boosté pour la lecture en anglais et ça a amélioré mon anglais, c'est de regarder des vidéos booktube anglophones, si possible avec les sous-titres anglophones. Alors s'il y a les sous-titres en français, déjà ça c'est plus rare, vous pouvez complètement lire ça, mais si c'est en anglais c'est encore mieux et vraiment il y a énormément de contenu anglophone sur booktube qui est super intéressant. Il y a un contenu qui je pense, j'imagine, est un peu plus vaste que sur le booktube francophone et il y en a pour tous les goûts. Franchement, si vous trouvez un booktuber ou une booktubeuse qui lit ce qui vous intéresse, qui a, je vais dire, l'ambiance dans ses vidéos qui vous intéresse, qui, voilà, qui a une vibe avec laquelle vous vibez, je pense que ça va vous motiver encore plus de découvrir ces œuvres, d'autant plus que parfois ces booktubers ou booktubeuses anglophones recommandent des livres qui n'ont pas été traduits en français et c'est rageant, hein, c'est vraiment rageant, et ça va encore plus vous motiver du coup à lire ces œuvres. Le booktube anglophone avec des sous-titres c'est vraiment bien parce qu'en plus c'est votre passion et c'est des gens qui vont vous motiver à lire. Et moi, il n'y a rien qui m'a plus boosté que ça l'année dernière, notamment pendant le confinement. J'étais pas trop en train de lire en anglais et j'ai commencé à regarder du booktube anglophone tout le temps, à longueur de temps. Et j'ai commencé à commander plus de livres anglophones et aujourd'hui, j'adore ça. Donc, c'est vraiment un de mes conseils. Et enfin, mon huitième et dernier conseil, c'est de lire des reviews en anglais. Donc, lire des chroniques en fait anglophones sur des sites comme Goodreads notamment. Donc, notre équivalent de Babelio ou de... Ah, moi je suis que sur Babelio, je connais pas le site là, populaire et tout. Bon bref, notre équivalent de Babelio, hein, parce que encore une fois, comme avec les vidéos booktube, c'est vraiment quelque chose, une passion qui nous anime tous, et le fait de voir des avis en anglais, contrairement à ce qu'on lit d'habitude en français sur des sites comme Babelio, etc., ça, encore une fois, ça vous confronte à l'anglais, et par exemple, un truc qui est vraiment bénéfique, vous avez lu un livre en français, vous savez qu'il existe en anglais ou peut-être que sa langue originale est l'anglais, vous allez sur Goodreads, vous trouvez le nom du livre du coup en anglais et vous lisez les avis. Comme ça, vous connaissez déjà le livre, donc vous savez de quoi ça parle et vous êtes confronté à de l'anglais, ça vous fait pas lire directement un livre. Mais voilà, faire ça de façon un peu régulière, voilà, si vous lisez des chroniques d'habitude, vous dites « Ah tiens, je vais aller voir ce que ça donne du coup sur les sites de chroniques en anglais ». Ça vous fait lire de l'anglais encore plus au quotidien et ça vous permet aussi de rester un peu dans ce mood de lecture, de passionner de la lecture et ça peut aussi vous donner envie de relire une œuvre, mais cette fois-ci dans sa langue originale. Et vraiment, il n'y a rien de mieux, et c'est pas tellement un conseil dans ma liste, mais c'est juste le mot de la fin, il n'y a rien de mieux pour s'améliorer en anglais, d'ailleurs que ce soit compréhension orale, expression orale, etc., que de consommer le plus possible de contenu en anglais et c'est valable pour toutes les langues, d'ailleurs ces conseils là sont valables pour toutes les langues. Donc voilà pour mes conseils, j'espère qu'ils vous auront été utiles. Je suis très contente moi de pouvoir vous filmer cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces conseils. Si vous en avez d'autres également, je mettrai des petits cœurs afin de permettre aux personnes qui tomberont sur cette vidéo d'en voir d'autres, hein, parce que je suis sûre que je n'ai pas fait le tour du sujet. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.